Le meilleur des mondes, partie 5, chapitre 11. Après la scène de la salle de fécondation, le tout Londres des castes supérieures brûlait d'envie de voir cet être délicieux qui était tombé à genoux devant le directeur de l'incubation et du conditionnement, ou plutôt l'ex-directeur, car le pauvre homme avait donné sa démission sur le champ et n'avait plus remis les pieds dans le centre. Cet être qui s'était affalé en l'appelant, la plaisanterie était presque trop bonne pour être vraie, mon père. Linda, au contraire, ne provoqua nul enthousiasme. Personne n'éprouvait le moindre désir de voir Linda. Dire qu'on est mère, ce n'était plus une plaisanterie, c'était une obscénité. En outre, elle n'était pas une sauvage authentique. Elle avait été couvée en flacon, décantée et conditionnée comme tous les autres, de sorte qu'elle ne pouvait avoir des idées véritablement bizarres. Enfin, et c'était là de beaucoup la raison la plus puissante pour qu'on ne désirât point voir la pauvre Linda, il y avait son aspect. Obèse comme elle l'était, avec sa jeunesse perdue, avec ses dents gâtées, son teint pustulé, et quelle galbe, Ford! Il était tout bonnement impossible de la regarder sans avoir la nausée. Oui, véritablement la nausée. Aussi, les gens le plus en vue étaient-ils fermement décidés à ne pas voir Linda. Et Linda, quant à elle, n'avait nul désir de les rencontrer. Le retour à la civilisation, c'était, pour elle, le retour au soma. C'était la possibilité de rester au lit et de prendre congé sur congé, sans avoir jamais à en revenir avec la migraine ou des vomissements, sans avoir jamais à ressentir ce qu'on éprouvait toujours après avoir pris du péyotle, la sensation d'avoir fait quelque chose de si honteusement antisocial qu'on ne pourrait plus jamais tenir la tête haute. Le soma ne vous jouait aucun de ces tours déplaisants. Le congé qu'il donnait était parfait, et, si la matinée suivante était désagréable, elle ne l'était pas intrinsèquement, mais seulement en comparaison des joies du congé. Le remède consistait à rendre le congé continu. Goulûment, elle réclamait des doses toujours plus fortes, toujours plus fréquentes. Le docteur Shaw hésita d'abord, puis il lui permit d'en prendre ce qu'elle désirait. Elle en prit jusqu'à 20 grammes par jour. « Cela l'achèvera d'ici 1 mois ou 2, confia le docteur à Bernard. Un beau jour, le centre respiratoire sera paralysé. Plus de respiration. Fini. Et ce sera tant mieux. Si nous pouvions rajeunir, ce serait naturellement différent. Mais nous ne le pouvons pas. » Chose surprenante de la vie de tous, car pendant son congé de soma, Linda se trouvait fort commodément mise à l'écart, John souleva des objections. « Mais ne lui raccourcissez-vous pas la vie en lui donnant de telles quantités de soma ?»« D'un point de vue, oui, reconnut le docteur Shaw. Mais d'un autre, nous l'allongeons à la vérité. » Le jeune homme ouvrit tout grand les yeux, sans comprendre. « Sans doute le soma vous fait perdre quelques années dans le temps, reprit le docteur. Mais songez aux durées énormes, immenses, qu'il est capable de vous donner hors du temps. Tout congé pris par le soma est un fragment de ce que nos ancêtres appelaient l'éternité. » John commençait à comprendre. « L'éternité était dans nos lèvres et nos yeux, murmura-t-il. » Antony and Cléopâtra, 1, 3. Note de l'auteur. « Comment ? Rien. »« Bien entendu, reprit le docteur Shaw. On ne peut pas permettre aux gens de filer dans l'éternité s'ils ont un travail sérieux à faire. Mais comme elle n'a pas de travail sérieux, elle... » « Malgré tout, persista John, cela ne me semble pas bien. » Le docteur haussa les épaules. « Oh, bien entendu, si vous préférez l'avoir tout le temps sur le dos, hurlant comme une folle. » En fin de compte, John fut obligé de céder. Linda eut son soma. Elle resta dorénavant dans sa petite chambre, au 37e étage de la maison à appartement de Bernard, au lit avec la TSF et la télévision fonctionnant en permanence. Le robinet à patchouli entrouvert de façon à laisser couler le parfum goutte à goutte et les comprimés de soma à portée de sa main. C'est là qu'elle demeura. Et pourtant, ce n'est point là qu'elle était. Elle était tout le temps ailleurs, infiniment loin, en congé dans quelque autre monde, où la musique radiophonique était un labyrinthe de couleurs sonores, un labyrinthe glissant, palpitant, qui menait, par quel tournant merveilleusement inévitable,
à un centre brillant de certitude absolue, où les images dansantes de la boîte à télévision étaient les acteurs de quelques films sentant et chantant indescriptiblement délicieux, où le patchouli tombant goutte à goutte était plus qu'un parfum, devenant le soleil, 1 million de saxophones, Popée faisant l'amour, mais beaucoup plus intensément, incomparablement plus fort et sans cesse. Non, nous ne pouvons pas rajeunir. Mais je suis très content, avait conclu le docteur Shaw, d'avoir eu cette occasion d'observer la sénilité chez un être humain. Je vous remercie vivement de m'avoir fait venir. Il serra vigoureusement la main de Bernard. C'était donc à John qu'ils en avaient tous. Et comme c'était uniquement par l'entremise de Bernard, son gardien accrédité, que John pouvait être vu, Bernard se trouva alors, pour la première fois de sa vie, traité non pas simplement comme tout le monde, mais en personnage de toute première importance. Il n'était plus question de l'alcool dans son pseudo-sang. On ne faisait plus de plaisanteries sur son aspect personnel. Henry Foster se dérangea pour lui témoigner de l'amitié. Benito Hoover lui fit cadeau de 6 paquets de gomme à mâcher à base d'hormones sexuelles. Le prédestinateur adjoint vint le voir et mendia quasiment avec bassesse une invitation pour l'une des soirées de Bernard. Quant aux femmes, il suffisait que Bernard fît allusion à la possibilité d'une invitation pour qu'il pût avoir celle qui lui plaisait, n'importe laquelle. « Bernard m'a invité à voir le sauvage mercredi prochain », annonça triomphalement Fanny. « Comme je suis contente, dit Lénina. Et maintenant, il vous faut reconnaître que vous vous étiez trompée sur le compte de Bernard. Vous ne trouvez pas qu'il est plutôt gentil ?» Fanny acquiesça d'un signe de tête. « Et je dois avouer, dit-elle, que j'ai été bien agréablement surprise. » Le chef metteur en flacon, le directeur de la prédestination, 3 sous-adjoints au fécondeur général, le professeur de cinéma 100 ans au collège des ingénieurs en émotion, le doyen de la chanterie en commun de Westminster, le contrôleur de la Bokanovskification, la liste des notabilités de Bernard était interminable. « Et j'ai eu 6 femmes la semaine dernière, confia-t-il à Helmholtz Watson. 1 lundi, 2 mardi, encore 2 vendredi et 1 samedi. Et si j'en avais eu le temps ou le désir, il y en avait encore une 12aine au moins qui ne demandaient pas mieux. » Helmholtz écouta ces vantardises avec un silence si sombrement désapprobateur que Bernard en fut froissé. « Vous êtes envieux, dit-il. Helmholtz secoua la tête en dénégation. « Je suis un peu triste, voilà tout, répondit-il. Bernard le quitta avec colère. Jamais, se dit-il en lui-même, jamais plus il n'adresserait la parole à Helmholtz. Les jours passèrent. Le succès monta à la tête de Bernard comme un vin mousseux. Et au cours de l'opération, le réconcilia complètement, comme doit le faire tout bon produit grisant, avec un monde que, jusque-là, il avait trouvé fort peu satisfaisant. Pour autant qu'il reconnaissait son importance à lui, Bernard, l'ordre des choses était bon. Mais, bien que réconcilié par son succès, il refusa cependant de renoncer au privilège de critiquer cet ordre. Car le fait de critiquer rehaussait chez lui le sentiment de son importance, lui donnait l'impression d'être plus grand. En outre, il pensait sincèrement qu'il y avait des choses critiquables. Simultanément, il lui plaisait sincèrement d'avoir du succès et d'avoir toutes les femmes qu'il voulait. Devant ceux qui, à présent, à cause du sauvage, lui faisaient leur cour, Bernard étalait un manque d'orthodoxie frondeur. On l'écoutait poliment, mais derrière son dos, les gens hochaient la tête. « Ce jeune homme finira mal », disait-il, prophétisant avec d'autant plus de confiance qu'ils allaient s'employer eux-mêmes, en temps voulu, à faire en sorte que la fin fût mauvaise. « Il ne trouvera pas un autre sauvage pour le tirer d'affaire une seconde fois », disait-il. En attendant, il y avait, il est vrai, le premier sauvage. Ils étaient polis, et parce qu'ils étaient polis, Bernard avait la sensation d'être positivement gigantesque et en même temps transporté de légèreté, plus léger que l'air. « Plus léger que l'air », dit Bernard, pointant son doigt en l'air. Comme une perle dans le ciel, là-haut, bien haut au-dessus d'eux, le ballon captif du service météorologique brillait, tout rose, au soleil. On montrera aux dits sauvages, telles étaient les instructions qu'avait reçues Bernard, la vie civilisée sous tous ses aspects. On lui en montrait à présent une vue à vol d'oiseau,
une vue à vol d'oiseau du haut de la plateforme de la tour de Charity. Le chef de gare et les météorologistes locaux lui servaient de guide, mais c'est surtout Bernard qui parlait. Grisé, il se conduisait comme s'il était, à tout le moins, un administrateur mondial en tournée, plus léger que l'air. La fusée verte de Bombay tomba du ciel. Les passagers descendirent. 8 jumeaux dravidiens identiques, vêtus de kaki, passèrent la tête par les 8 hublots de la cabine, les garçons de service. 1250 km à l'heure, dit le chef de gare d'un ton impressionnant. Que pensez-vous de cela, monsieur le sauvage ? John trouva que c'était fort joli. Pourtant, dit-il, Puck savait passer une ceinture autour de la Terre en 40 minutes. Extrait de Midsummer Night's Dream 2.1. Le sauvage, écrivit Bernard dans son rapport à Mustapha Meunier, manifeste étonnamment peu de surprise ou d'effroi devant les inventions civilisées. Cela tient en partie, sans doute, à ce qu'il en a entendu parler par la femme Linda, sa Mustapha Meunier fronça les sourcils. S'imagine-t-il, l'imbécile, que je suis trop pusillanime pour voir le mot écrit tout au long ? En partie, à ce que son intérêt est concentré sur ce qu'il dénomme son âme, qu'il persiste à considérer comme une entité indépendante du milieu physique, tandis que, comme j'ai essayé de le lui montrer, l'administrateur sauta les phrases suivantes, et était juste sur le point de tourner la page à la recherche de quelque chose de plus intéressant et de plus concret, lorsque son regard fut attiré par une série de phrases absolument extraordinaires. « Quoiqu'il me faille reconnaître, lut-il, que je suis d'accord avec le sauvage pour trouver trop facile ce que la civilisation a d'infantile ou, comme il dit, de trop peu coûteux, et je me permets de saisir cette occasion d'appeler l'attention de votre forderie sur... » La colère de Mustapha Meunier fit place presque immédiatement à la gaieté. La pensée que cet être-là lui servait, à lui, un cours solennel sur l'ordre social était véritablement par trop grotesque. Il fallait que cet homme fût devenu fou. Il faudrait lui donner une leçon, se dit-il. Puis il rejeta la tête en arrière et se mit à rire aux éclats. Pour le moment, du moins, la leçon ne serait pas donnée. C'était une petite usine d'équipement d'éclairage pour hélicoptères, une succursale de la Compagnie Générale d'Équipement Électrique. Il fut reçu sur le toit même, car la lettre circulaire de recommandation envoyée par l'administrateur était magique dans ses effets, par les techniciens en chef et le directeur de l'élément humain. Ils descendirent dans l'usine. Chaque opération, expliqua le directeur de l'élément humain, est exécutée autant que possible par un seul groupe Bokanovski. Et en effet, 83 deltas brachycéphales noirs, presque privés de nez, étaient occupés à l'emboutissage à froid. Les 56 tours à mandrin et à 4 broches étaient desservis par 56 gamma aquilins de couleur gingembre. 107 Sénégalais epsilon conditionnés à la chaleur travaillaient dans la fonderie. 33 femmes delta à tête allongée, couleur de sable, au pelvis étroit et ayant toutes à 20 mm près une taille de 1,69 m, taillaient des vis. Dans la salle de montage, les dynamos étaient assemblés par 2 équipes de nains gamma+. Les 2 établis bas se faisaient face. Entre eux s'avançait lentement le transporteur à courroie avec sa charge de pièces détachées. 47 têtes blondes faisaient face à 47 brunes, 47 nez épatés à 47 nez crochus, 47 mentons fuyants à 47 mentons pognates. Les mécanismes complètement montés étaient examinés par 18 jeunes filles aux cheveux châtains et bouclés, vêtues de vert gamma, emballées dans des cadres par 34 hommes, delta-, courses sur pattes et gauchers, et chargés sur les plateformes et les camions en attente par 63 epsilon semi-avortons aux yeux bleus, aux cheveux filasses et au teint plein de taches de rousseur. Ô nouveau monde admirable ! Par quelque fantaisie de sa mémoire, le sauvage se découvrit répétant les paroles de Miranda. Ô nouveau monde admirable qui contient des gens pareils ! Et je vous assure, dit pour conclure le directeur de l'élément humain, comme il quittait l'usine, que nous n'avons à peu près jamais de difficultés avec notre main-d'œuvre. Nous trouvons toujours. Mais le sauvage s'était tout à coup détaché de ses compagnons et faisait des efforts violents pour vomir, derrière un buisson de lauriers, comme si la terre ferme avait été un hélicoptère pris dans une poche d'air.
Le sauvage, écrivit Bernard, refuse de prendre du soma et semble fort contrarié de ce que la femme Linda, sa reste en permanence en congé. Fait à noter, malgré la sénilité de sa et son aspect repoussant à l'extrême, le sauvage va fréquemment la voir, et il lui semble fort attaché. Exemple intéressant de la manière dont le conditionnement du jeune âge peut être amené à modifier et même à contrarier les impulsions naturelles. Dans le cas présent, l'impulsion de reculer avec horreur devant un objet déplaisant. À Eton près de Windsor, est actuellement le siège d'une public school, école secondaire tout à fait aristocratique pour garçons. Note du traducteur. À Eton, ils atterrirent sur le toit du grand collège. Sur la façade opposée de la cour du collège, les 52 étages de la tour de Lupton brillaient d'un éclat blanc au soleil. Le collège sur leur gauche et, à droite, la chanterie scolaire en commun élevaient leur massif vénérable de béton armé et de verre Vita. Au centre de la cour se dressait la vieille et curieuse statue en acier chromé de Notre Ford. Le docteur Gaffney, le chancelier, et Miss Kitt, la directrice, les reçurent comme ils descendaient de l'avion. « Avez-vous ici beaucoup de jumeaux ?» demanda le sauvage avec une certaine appréhension, tandis qu'il se mettait en route pour leur tournée d'inspection. « Oh non !» répondit le chancelier. « Eton est réservé exclusivement aux garçons et aux filles des castes supérieures. Un œuf, un adulte. Cela rend l'éducation plus difficile, bien entendu. Mais comme ils sont appelés à prendre des responsabilités et à se débrouiller dans des cas exceptionnels et imprévus, cela ne peut être évité. » Il soupira. Bernard, cependant, avait trouvé Miss Kitt fort à son goût. « Si vous êtes libre un de ces soirs, un lundi, un mercredi ou un vendredi, disait-il, pointant son pouce vers le sauvage. « Il est curieux, vous savez, ajouta Bernard. Bizarre. » Miss Kitt sourit, et son sourire était réellement charmant, songea-t-il. Dit merci, elle serait enchantée d'assister à une de ces soirées. Le chancelier ouvrit une porte. 5 minutes passées dans cette classe d'alpha laissèrent John dans un certain ébahissement. « Qu'est-ce donc que la relativité élémentaire ?» chuchota-t-il à Bernard. Bernard essaya de le lui expliquer, puis se ravisa et proposa qu'ils allassent visiter quelque autre classe. De derrière une porte, dans le couloir conduisant à la classe de géographie des bêta-, une voix de soprano résonnante criait « 1, 2, 3, 4 » et puis, avec une impatience pleine de lassitude, « Autant !»« Les exercices malthusiens, » expliqua la directrice. « La plupart de nos jeunes filles sont des neutres, bien entendu. Je suis moi-même une neutre. » Elle fit un sourire à Bernard. « Mais nous en avons quelques 800 qui ne sont pas stérilisés et auxquels il faut constamment faire les exercices. » Dans la classe de géographie des bêta-, John apprit qu'une réserve à sauvages est un endroit que, étant donné les conditions climatiques ou géologiques peu favorables, il n'a pas valu la peine et la dépense de civiliser. Un déclic. La pièce fut plongée dans l'obscurité, et soudain, sur l'écran au-dessus de la tête du professeur, voilà qu'il y eut les pénitentes d'Acoma se prosternant devant la Vierge, et gémissant comme John les avait entendus gémir, confessant leurs péchés devant Jésus sur la croix, devant l'image de Pukong, représentée sous la forme d'un aigle. Les jeunes étoniens pouffaient véritablement de rires bruyants. Toujours gémissant, les pénitentes se remirent debout, se dévêtirent jusqu'à la ceinture et commencèrent à se flageller, coup sur coup, avec des fouets à lanières nouées. Redoublés, les rires noyèrent jusqu'à la reproduction amplifiée de leurs gémissements. « Mais pourquoi rit-il » demanda le sauvage, dans un état d'ahurissement peiné. « Pourquoi » Le chancelier dirigea sur lui un visage encore tout grimaçant de rire. « Pourquoi ? Mais parce que c'est si extraordinairement drôle !» Dans la pénombre cinématographique, Bernard risqua un geste que, jadis, l'obscurité totale même ne l'eût guère enhardi jusqu'à faire. Fort de son importance nouvelle, il passa le bras autour de la taille de la directrice. Elle céda comme un saule penchant. Il était sur le point de cueillir un baiser ou deux, et peut-être de la pincer légèrement à la dérobée, lorsque, d'un déclic, les volets se rouvrirent. « Nous ferions peut-être bien de continuer notre tournée, » dit Miss Kitt, et elle se dirigea vers la porte.
Et ceci, dit le chancelier l'instant d'après, c'est la centrale hypnopédique. Des centaines de boîtes à musique synthétiques, une pour chaque dortoir, étaient rangées sur des rayons le long de 3 parois de la pièce. Sur la 4e, classée dans de petites cases, il y avait les rouleaux à inscription sonore sur lesquels étaient imprimées les diverses leçons hypnopédiques. « On introduit le rouleau par ici », expliqua Bernard, interrompant le docteur Gaffney. « On appuie sur cet interrupteur. »« Non, sur celui-là », rectifia le chancelier, agacé. « Sur celui-là, donc. Le rouleau se dévide, les cellules à sélénium transforment les impulsions lumineuses en vibrations sonores et voilà, dit le docteur Gaffney en conclusion. Lit-il Shakespeare demanda le sauvage, tandis que se dirigeant vers les laboratoires biochimiques, il passait devant la bibliothèque de l'école. Certes non, dit la directrice, rougissant. Notre bibliothèque, dit le docteur Gaffney, ne contient que des livres de référence. Si nos jeunes gens ont besoin de distraction, ils peuvent se la procurer au cinéma 100 ans. Nous ne les encourageons pas à pratiquer les amusements solitaires, quels qu'ils soient. 5 omnibus pleins de garçons et de filles, chantant ou silencieusement embrassés, passèrent devant eux en roulant sur la chaussée vitrifiée. « Ils rentrent à l'instant du crématorium de Slough », expliqua le docteur Gaffney, tandis que Bernard, chuchotant, prenait rendez-vous avec la directrice pour le soir même. Le conditionnement pour la mort commence à 18 mois. Chaque marmot passe 2 matinées par semaine dans un hôpital pour mourants. On y trouve tous les jouets les plus perfectionnés et on leur donne de la crème au chocolat les jours de décès. Ils apprennent à considérer la mort comme une chose allant de soi. Comme tout autre processus physiologique, ajouta la directrice d'un ton professionnel. 8 heures au Savoy. Tout était bien convenu. Pendant le trajet de retour pour rentrer à Londres, ils s'arrêtèrent à l'usine de la Compagnie Générale de Télévision à Brentford. « Voulez-vous m'attendre ici un instant, pendant que je vais téléphoner » demanda Bernard. Le sauvage attendit et observa. C'était justement la relève de l'équipe principale de jour. Une foule de travailleurs, des castes inférieures, était alignée, faisant la queue devant la station du monorail, 700 à 800 hommes et femmes gamma, delta et epsilon, n'ayant pas à eux tous plus d'une douzaine de visages et de statures. À chacun d'eux, avec son billet, le guichetier tendait une petite boîte à pilules en carton. La longue chenille d'hommes et de femmes s'avançait lentement. « Qu'est-ce qu'il y a dans ces... » se souvenant du marchand de Venise. « Ces cassettes ?» demanda le sauvage quand Bernard l'eut rejoint. « La ration de soma pour la journée » répondit Bernard, assez indistinctement, car il mastiquait un morceau de la gomme à mâcher de Benito Hoover. « On le leur donne quand ils ont fini leur travail. 4 comprimés d'1 demi-gramme, 6 le samedi. » Il prit affectueusement le bras de John et ils retournèrent vers l'hélicoptère. Lénina entra en chantant dans le vestiaire. « Vous avez l'air bien satisfaite de vous-même, » dit Fanny. « Je suis satisfaite, en effet, » répondit-elle. « Zip, Bernard m'a appelé au téléphone il y a une demi-heure. Zip, zip. » Elle se dégagea de sa culotte. « Il a un empêchement inattendu. Zip, il m'a prié d'emmener le sauvage au cinéma 100 ans ce soir. Il faut que je m'envole. » Elle se précipita vers la salle de bain. « Elle a de la veine, » se dit Fanny, tandis qu'elle regardait s'éloigner Lénina. Il n'y avait nulle trace d'envie dans ce commentaire. Fanny, avec son bon cœur, énonçait simplement un fait. Lénina avait effectivement de la veine. Elle avait la chance d'avoir reçu en partage avec Bernard une portion généreuse de l'immense célébrité du sauvage, la chance de réfléchir, par sa personne insignifiante, la gloire suprême, momentanément à la mode. La secrétaire de l'association fordienne de jeunes femmes ne l'avait-elle pas priée de faire une conférence sur ses aventures ? N'avait-elle pas été invitée au dîner annuel du club Aphroditome ? N'avait-elle pas paru déjà sur un film des dernières nouvelles sentantes, paru d'une façon perceptible à la vue, à l'ouïe et au toucher, devant d'innombrables millions de spectateurs épars sur la planète ? Les égards qu'avaient eus pour elle divers personnages en vue n'avaient guère été moins flatteurs. Le 2e secrétaire de l'administrateur mondial de la région l'avait invitée à dîner et à prendre le petit déjeuner. Elle avait passé un week-end avec sa Forderie, le grand maître de la justice, et un autre avec l'archichantre de Canterbury.
le président de la Compagnie générale des sécrétions internes et externes, était constamment en communication téléphonique avec elle, et elle était allée à Deauville avec le vice-gouverneur de la Banque d'Europe. C'est merveilleux, bien sûr. Et cependant, à un point de vue, avait-elle avoué à Fanny, j'éprouve la sensation d'obtenir quelque chose par abus de confiance. Parce que, naturellement, la première chose qu'ils désirent tous savoir, c'est ce qu'on ressent à faire l'amour avec un sauvage. Et je suis obligée de dire que je n'en sais rien. Elle hocha la tête. La plupart des hommes ne me croient pas, bien entendu. Mais c'est vrai. Je voudrais bien que cela ne le fût pas, ajouta-t-elle tristement, avec un soupir. Il est formidablement beau, vous ne trouvez pas? Mais il ne vous trouve donc pas à son goût? Demanda Fanny. Parfois, il me semble que oui, et parfois, il me semble que non. Il fait toujours tout ce qu'il peut pour m'éviter. Il quitte la pièce quand j'y entre. Il ne veut pas me toucher. Il ne veut pas même me regarder. Mais quelquefois, si je me retourne tout à coup, je le surprends à me dévorer des yeux. Et puis... Et quoi, vous savez comment sont les hommes quand on leur plaît? Oui, Fanny le savait. Je n'y comprends rien, dit Lénina. Elle n'y comprenait rien, et elle était non seulement ahurie, mais encore un peu peinée. Parce que, voyez-vous, Fanny, il me plaît, à moi. Il lui plaisait de plus en plus. Et voilà qu'il se présentait véritablement une occasion, songea-t-elle, tandis qu'elle se parfumait après son bain. Pouf, 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 une occasion véritable. Son espoir exubérant déborda en chanson. Presse-moi, blesse-moi, caresse-moi sans cesse, embrasse-moi jusqu'au coma, presse-moi sans faiblesse, laisse-moi ta caresse, l'amour est comme du soma. L'orgue à parfum jouait un capriccio des herbes délicieusement frais, des arpèges cascadants de thym et de lavande, de romarin, de basilic, de myrte, d'estragon. Une série de modulations audacieuses, passant par tous les tons des épices, jusque dans l'ambre gris. Et une lente marche inverse, par le bois de santal, le camphre, le cèdre et le foin frais fauché, avec des touches subtiles, par moments, de notes discordantes, une bouffée de pâté de rognon, le plus mince soupçon de fumier de porc, pour revenir aux aromates simples sur lesquels le morceau avait débuté. Le dernier éclat de thym s'estompa. Il y eut un bruit d'applaudissements. Les lumières se rallumèrent. Dans la machine à musique synthétique, le rouleau à impression sonore commença à se dévider. Ce fut un trio pour l'hyper-violon, super-violoncelle et pseudo-hautbois qui remplit alors l'air de son agréable langueur. 30 à 40 mesures, et puis, sur ce fond instrumental, une voix bien plus qu'humaine commença à vibrer. Tantôt de gorge, tantôt de tête, tantôt creuse comme une flûte, tantôt lourde d'harmoniques pleins de désir, elle passait sans effort du record de basse de Gaspard Forster aux limites même des sons musicaux, jusqu'à un trille perçant comme le cri d'une chauve-souris, bien au-dessus de l'ut le plus élevé que lança une fois, en 1770, à l'Opéra ducal de Parme et à l'étonnement de Mozart, Lucrezia Ajugari, seule de toutes les cantatrices que l'histoire ait enregistrées. Affalés dans leurs fauteuils pneumatiques, Lénina et le sauvage reniflaient et écoutaient. Ce fut alors le tour des yeux et de la peau aussi. Les lumières de la salle s'éteignirent. Des lettres flamboyantes se détachèrent en relief, comme si elles se soutenaient toutes seules dans l'obscurité. 3 semaines en hélicoptère, superfilm 100% chantant, parlant synthétique, en couleur, stéréoscopique et sentant, avec accompagnement synchronisé d'orgue à parfum. Posez vos mains sur ces boutons métalliques qui se trouvent sur les bras de votre fauteuil, chuchota Lénina. Sans cela, vous n'aurez aucun des effets du sentant. Le sauvage fit ce qui lui était prescrit. Ces lettres flamboyantes, cependant, avaient disparu. Il y eut 10 secondes d'obscurité complète. Puis, soudain, éblouissante et paraissant incomparablement plus solide qu'elle ne l'aurait fait en chair et en os véritable, bien plus réelle que la réalité, voilà que parurent les images stéréoscopiques, serrées dans les bras l'un de l'autre, d'un nègre gigantesque
et d'une jeune femme brachycéphale bêta plus aux cheveux dorés. Le sauvage sursauta. Cette sensation sur ses lèvres. Il leva la main pour la porter à sa bouche. Le chatouillement cessa. Il laissa retomber la main sur le bouton métallique. La sensation reprit. L'orgue à parfum, cependant, exhalait du musc pur. D'un ton expirant, une super colombe de rouleaux sonores roucoula. Ouh, ouh. Et n'effectuant que 32 vibrations à la seconde, une voix de basse, plus qu'africaine, pour la profondeur, répondit. Ah, ah. Ouah. Ouah. Les lèvres stéroscopiques se joignirent de nouveau, et de nouveau, les zones érogènes faciales des 6000 spectateurs de l'Alhambra titillèrent d'un plaisir galvanique, presque intolérable. Ouh. Le sujet du film était extrêmement simple. Quelques minutes après les premiers « ouh » et « ah », un duo ayant été chanté et quelques gestes amoureux effectués sur cette fameuse peau d'ours dont chaque poil, le prédestinateur adjoint avait parfaitement raison, se laissait sentir séparément et distinctement, le nègre était victime d'un accident d'hélicoptère et tombait sur la tête. Pan! Quelle douleur lancinante à travers tout le front! Un chœur de « aou » et de « aïe » s'éleva de parmi les spectateurs. Le choc envoya paître d'un coup tout le conditionnement du nègre. Il fut pris pour la bêta blonde d'une passion exclusive et démente. Elle protesta, il persista. Il y eut des luttes, des poursuites, des voies de fait sur un rival, en fin de compte, un enlèvement sensationnel. La bêta blonde fut ravie en plein ciel et y fut gardée, flottante, pendant 3 semaines, dans un tête-à-tête férocement antisocial avec le nègre dément. Finalement, après toute une série d'aventures et forces acrobaties aériennes, 3 alphas jeunes et beaux réussirent à la délivrer. Le nègre fut expédié dans un centre de reconditionnement pour adultes, et le film se termina d'une façon heureuse et convenable, lorsque la bêta blonde fut devenue la maîtresse de chacun de ces 3 sauveteurs. Ils s'interrompirent un instant pour chanter un quatuor synthétique avec accompagnement de grands super-orchestres et des gardénias dans l'orgue à parfum. Puis la peau d'ours fit une dernière apparition et, dans un fracas de saxophone, le dernier baiser stéréoscopique s'évanouit dans l'obscurité. Le dernier chatouillement électrique s'amortit sur les lèvres, semblable à un papillon de nuit expirant qui palpite, palpite, toujours plus faiblement, toujours plus imperceptiblement, et finit par rester immobile, tout à fait immobile. Mais pour Lénina, le papillon ne mourut pas complètement, même quand les lumières se furent rallumées, pendant qu'il déambulait lentement avec la foule vers les ascenseurs. Le fantôme en palpitait encore contre ses lèvres, traçant encore sur sa peau de fines arabesques frémissantes d'angoisse et de plaisir. Elle avait les joues rouges, les yeux comme gémés de rosée, sa respiration arrivait par saccades profondes. Elle saisit le bras du sauvage et le pressa, inerte contre elle. Il abaissa un instant son regard sur elle, pâle, douloureux, plein de désir et honteux de son désir. Il n'était pas digne, il n'était pas... Leurs regards se croisèrent un instant. Quel trésor promettait celui de Lénina? Comme tempérament, la rançon d'une reine. Il se hâta de détourner les yeux, dégagea son bras tenu prisonnier. Il éprouvait obscurément une terreur qu'elle cessât d'être quelque chose dont il pût se sentir indigne. « Je trouve qu'on ne devrait pas voir de pareilles choses, » dit-il, se dépêchant de transférer de Lénina elle-même aux circonstances environnantes, le blâme s'attachant à n'importe quelle imperfection passée ou possible dans l'avenir. « Pareil à quoi, John ? À cet horrible film. »« Horrible ?» Lénina fut sincèrement étonnée. « Mais je l'ai trouvé ravissant. »« Il était vil, » dit-il avec indignation. « Il était ignoble. » Elle hocha la tête. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Pourquoi était-il bizarre,
Pourquoi s'ingéniait-il à gâter les choses? Dans le taxicoptère, il ne la regarda qu'à peine. Lié par des vœux puissants qui n'avaient jamais été prononcés, obéissant à des lois qui avaient cessé d'avoir cours depuis longtemps, il resta assis, détournant les yeux en silence. Parfois, comme si un doigt avait tiré sur quelque corde tendue, prête à se briser, tout son corps était secoué d'un brusque sursaut nerveux. Le taxicoptère atterrit sur le toit de la maison à appartement de Lénina. Enfin, songeait-elle triomphante lorsqu'elle descendit de l'appareil. Enfin, quoiqu'il eût été bizarre à l'instant. Debout, sous une lampe, elle regarda vivement son miroir à main. Enfin, oui, elle avait le nez un tantinet luisant, c'est vrai. Elle secoua la poudre qui se détacha de sa houppette. Pendant qu'il payait le taxi, il y aurait tout juste le temps. Elle frotta la région brillante, songeant, il est formidablement beau. Il n'a aucune raison d'être timide, comme Bernard. Et pourtant, tout autre homme l'aurait fait il y a longtemps. Mais maintenant, enfin, ce fragment de visage dans le petit miroir rond lui adressa soudain un sourire. « Bonne nuit », dit une voix étranglée derrière elle. Lénina se retourna vivement. Il se tenait à la portière ouverte du taxi, les yeux fixés, écarquillés. Il les avait manifestement maintenus écarquillés pendant tout ce temps qu'elle s'était poudré le nez. Attendant. Mais quoi donc? Ou bien hésitant, essayant de se décider et songeant tout le temps, elle était incapable de s'imaginer à quelle pensée extraordinaire. « Bonne nuit, Lénina », répéta-t-il, et il esquissa une tentative grimaçante de sourire. « Mais, John, je croyais que vous alliez... Je veux dire, vous n'allez pas... » Il ferma la portière et se pencha en avant pour dire quelque chose au conducteur. L'appareil bondit en l'air. Regardant vers le bas par la fenêtre du plancher, le sauvage vit la figure relevée de Lénina, blême, sous la lumière bleuâtre des lampes. Elle avait la bouche ouverte, elle appelait. Sa silhouette, en raccourci perspectif, s'éloignait de lui à toute vitesse. Le carré de toiture se rétrécissant, paraissait tomber parmi les ténèbres. 5 minutes plus tard, il était rentré dans sa chambre. Il tira de sa cachette son volume mangé aux souris, en tourna avec un soin religieux les pages tachées et froissées, et se mit à lire Othello. Othello, il s'en souvint, ressemblait au héros de 3 semaines en hélicoptère. C'était un noir. S'essuyant les yeux, Lénina traversa le toit jusqu'à l'ascenseur. Tandis qu'elle descendait au 27e étage, elle tira son flacon de soma. 1 gramme, décida-t-elle, ne suffira pas. Son chagrin valait plus d'1 gramme. Mais si elle en prenait 2 grammes, elle courait le risque de ne pas s'éveiller à temps le lendemain matin. Elle adopta une solution moyenne et, secouant le flacon, fit tomber dans la paume de sa main gauche, creusée en forme de coupe, 3 comprimés d'1 demi-gramme. Chapitre 12. Bernard fut obligé de crier au travers de la porte fermée à clé. Le sauvage ne voulait pas ouvrir. « Mais tout le monde est là, à vous attendre !»« Qu'ils attendent !» arriva en retour à travers la porte la voix voilée. « Mais vous savez fort bien, John, comme il est difficile de prendre un ton persuasif quand on crie à pleine voix, que je les ai invités expressément pour vous voir. Vous auriez dû me demander d'abord, à moi, si je désirais les voir, eux. Mais vous êtes toujours venus, les autres fois, John. Voilà précisément pourquoi je ne veux plus venir. » « Rien que pour me faire plaisir, » cajola Bernard d'une voix tonitruante. « Vous ne voulez donc pas venir ? Pour me faire plaisir ? » ?»« Non. »« C'est sérieux ? » ?»« Oui. » Avec désespoir. « Mais que faire ?» gémit Bernard. « Allez au diable !» vociféra de l'intérieur la voix exaspérée. « Mais l'archichantre de Canterbury est là ce soir. » Bernard était presque en larmes. « Aïe, t'as quoi ?» Ce n'est qu'en Zuni que le sauvage pouvait exprimer convenablement ce qu'il ressentait au sujet de l'archichantre. « Annie !» ajouta-t-il après réflexion, et puis, avec quelle férocité railleuse, et il cracha par terre comme eût pu faire Popée. En fin de compte, Bernard fut obligé de se retirer, tête basse, amoindri, dans son appartement,
et d'annoncer à l'assemblée impatiente que le sauvage ne paraîtrait pas ce soir-là. La nouvelle fut accueillie avec indignation. Les hommes étaient furieux qu'on se fût joué d'eux au point de les amener à se conduire poliment envers cet être insignifiant à la réputation désagréable et aux opinions hérétiques. Plus ils étaient haut placés dans la hiérarchie, plus leur ressentiment était profond. « Me faire une chose pareille ?» répétait constamment l'archichantre. « À moi ?» Quant aux femmes, elles étaient indignées de sentir qu'elles avaient été possédées par abus de confiance, possédées par un petit homme misérable dans le flacon duquel on avait versé de l'alcool par erreur, par un être ayant le physique d'un gamma moins. C'était un outrage, et elles le dirent, à voix de plus en plus haute. La directrice d'Eton fut particulièrement dure. Lénina seule ne dit rien. Pâle, les yeux bleus voilés d'une mélancolie inaccoutumée, elle resta assise dans un coin, séparée de ceux qui l'entouraient par une émotion à laquelle il ne participait pas. Elle s'était rendue à cette soirée, toute pleine d'une sensation étrange de triomphe inquiet. « Dans quelques minutes, s'était-elle dit, tandis qu'elle pénétrait dans la pièce, je le verrai, je lui parlerai, je lui dirai, car elle était venue avec sa résolution arrêtée, qu'il me plaît, plus que tout autre homme que j'ai jamais connu. Et alors, peut-être, dira-t-il... » Que dirait-il ? Le sang lui avait afflué aux joues. Pourquoi s'est-il montré si étrange l'autre soir, après le cinéma 100 ans ? C'est bien bizarre. Et pourtant, je suis absolument sûre que je lui plais effectivement un peu. J'en suis sûre. C'est à ce moment que Bernard avait fait son annonce. Le sauvage n'assisterait pas à la soirée. Lénina éprouva tout à coup toutes les sensations que l'on subit normalement au début d'un traitement de succédané de passions violentes, un sentiment de vide affreux, une appréhension haletante, des nausées. Il lui sembla que son cœur s'arrêtait de battre. « C'est peut-être parce que je ne lui plais pas, » se dit-elle. Et tout de suite, cette hypothèse devint une certitude établie. John avait refusé de venir parce qu'elle ne lui plaisait pas. Elle ne lui plaisait pas. « C'est véritablement un peu excessif, » disait la directrice d'Eton au directeur des crématoria et de la récupération du phosphore. « Quand je pense que j'ai bel et bien... » « Oui, » fit la voix de Fanny Crown, « c'est absolument vrai, cette histoire d'alcool. J'ai connu quelqu'un qui connaissait celle qui travaillait au dépôt des embryons à l'époque. Elle a dit à mon ami, et mon ami m'a dit... » « C'est vraiment désolant, » dit Henry Foster, exprimant sa sympathie pour l'archichantre. « Cela vous intéressera peut-être de savoir que notre ex-directeur a été sur le point de le transférer en Islande. » Transpercé par chacune des paroles prononcées, le ballon bien tendu qu'était la joyeuse confiance en soi de Bernard se dégonflait par 1000 blessures. Pâle, tiraillé en tous sens, humilié et agité, il allait et venait au milieu de ses invités, bredouillant des excuses incohérentes, les assurant que, la prochaine fois, le sauvage serait certainement là, les suppliant de s'asseoir et de prendre un sandwich à la carotine, une tranche de pâté à la vitamine A, une coupe de pseudo-champagne. Il mangeait comme il se doit, mais affectait de le considérer comme absent. Il buvait et se montrait soit carrément grossier à son égard, ou bien parlait de lui entre eux à voix haute et d'une façon blessante, comme s'il n'avait pas été là. « Et maintenant, mes amis, » dit l'archichantre de Canterbury, de cette magnifique voix résonnante dont il menait les opérations lors des cérémonies du jour de Ford. « Maintenant, mes amis, je crois que peut-être le moment est venu. » Il se leva, posa son verre, fit tomber de son gilet de viscose pourpre les miettes d'une collation sérieuse et se dirigea vers la porte. Bernard se précipita pour l'arrêter au passage. « Faut-il réellement, monsieur l'archichantre ? Il est encore fort tôt. J'avais espéré que vous... » Oui, que n'avait-il pas espéré quand Lénina lui avait dit en confidence que l'archichantre accepterait une invitation si elle lui était adressée. Au fond, il est bien gentil, vous savez. Et elle avait montré à Bernard la petite fermeture éclair en or, en forme de T, que l'archichantre lui avait donnée en souvenir du week-end qu'elle avait passé à la chanterie du Haut-Cézanne. Seront présents
l'archichantre de Canterbury et Monsieur le Sauvage. Bernard avait proclamé son triomphe sur chacun des cartons d'invitation. Mais le Sauvage avait choisi cette soirée, entre toutes, pour s'enfermer dans sa chambre, pour crier « Annie !» Et même, il était heureux que Bernard ne comprît point le zuni, « Sang et eaux de Sénat !» Ce qui eût dû être le couronnement de toute la carrière de Bernard s'était trouvé être l'instant de sa plus forte humiliation. « J'avais tant espéré, répéta-t-il en bredouillant, levant sur le haut dignitaire des yeux implorants et égarés. Mon jeune ami, dit l'archichantre sur un ton de sévérité vigoureux et solennel. Il y eut un silence général. Laissez-moi vous donner un mot d'avertissement. Il secoua le doigt dans la direction de Bernard. Avant qu'il soit trop tard. Une parole de sage avertissement. Le ton de sa voix devint sépulcral. Amendez-vous, mon jeune ami, amendez-vous. Il lui fit le signe de thé et se détourna. Lénina, mon enfant, appela-t-il sur un autre ton. Venez avec moi. Obéissante, mais sans sourire et complètement insensible à l'honneur qui lui était fait, sans joie, Lénina sortit de la pièce, derrière lui. Les autres invités suivirent après un intervalle respectueux. Le dernier claqua la porte. Bernard resta tout seul. Percé de part en part, complètement dégonflé, il se laissa tomber sur une chaise et, se couvrant le visage de ses mains, se mit à pleurer. Au bout de quelques minutes, cependant, il se ravisa et prit 4 comprimés de soma. Là-haut, dans sa chambre, le Sauvage lisait Roméo et Juliette. Lénina et l'archichantre descendirent sur le toit de la chanterie. « Allons vite, mon jeune ami, je veux dire, Lénina !» cria impatiemment l'archichantre qui attendait à la grille de l'ascenseur. Lénina, qui s'était attardée un instant pour contempler la lune, baissa les yeux et se dépêcha de traverser le toit pour le rejoindre. Une nouvelle théorie de la biologie. Tel était le titre du mémoire dont Mustapha Meunier venait de terminer la lecture. Il demeura assis quelque temps, les sourcils froncés, méditativement. Puis il prit sa plume et écrivit en travers de la page du titre. La façon dont l'auteur traite mathématiquement la conception de fin est neuve et hautement ingénieuse, mais hérétique, et, en ce qui concerne l'ordre social présent, dangereuse et subversive en puissance. Ne pas publier. Il souligna ces mots. L'auteur sera maintenu sous une surveillance spéciale. Son transfert à la station biologique marine de Sainte-Hélène pourra devenir nécessaire. Dommage, songea-t-il, tandis qu'il signait. C'était un travail magistral. Mais une fois que l'on commence à admettre des explications d'ordre finaliste, et quoi ? On ne sait pas où cela peut conduire. C'est ce genre d'idée qui pourrait facilement déconditionner les esprits les moins solidement arrêtés parmi les castes supérieures, qui pourrait leur faire perdre la foi dans le bonheur comme souverain bien, et leur faire croire à la place que le but est quelque part au-delà, quelque part au-dehors de la sphère humaine présente, que le but de la vie n'est pas le maintien du bien-être, mais quelque renforcement, quelque raffinement de la conscience, quelque accroissement de savoir. Chose qui, songea l'administrateur, peut fort bien être vraie, mais est inadmissible dans les circonstances présentes. Il reprit sa plume, et sous les mots « ne pas publier » tira un second trait, plus épais, plus noir que le premier. Puis il soupira. Comme ce serait amusant, musa-t-il, si l'on n'était pas obligé de songer au bonheur. Les yeux clos, le visage rayonnant et ravi, John déclamait doucement dans le vide. Ah, elle apprend aux torches à briller avec éclat. On dirait qu'elle est suspendue à la joue de la nuit, comme un merveilleux joyau à l'oreille d'un Éthiopien. Beauté trop riche pour l'usage, pour la terre trop chère. Roméo and Juliette 1, 5.
Le thé en or brillait sur la gorge de Lénina. Gaillardement, l'archichantre le prit entre ses doigts. Gaillardement, il tira. « Je crois, dit soudain Lénina, rompant un long silence, que je ferais mieux de prendre 2 grammes de soma. » Bernard, à cette heure, était profondément endormi et souriait au paradis personnel de ses rêves. Il souriait. Mais inexorablement, toutes les 30 secondes, l'aiguille des minutes de la pendule électrique accrochée au-dessus de sa tête bondissait en avant avec un petit bruit presque imperceptible. Clic, 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 clic. Et ce fut le matin. Bernard se retrouva parmi les misères de l'espace et du temps. C'est dans un état de découragement total qu'il se rendit en taxi à son travail au centre de conditionnement. La griserie du succès s'était évaporée. Il était redevenu, à jeun, son moi ancien. Et par contraste avec le ballon temporaire des quelques dernières semaines, le moi ancien semblait être, comme jamais encore, plus lourd que l'atmosphère ambiante. À ce Bernard dégonflé, le sauvage témoigna une sympathie à laquelle il ne s'attendait pas. « Vous ressemblez davantage à ce que vous étiez lors de votre séjour à Malpaïs, dit-il, quand Bernard lui eut conté sa lamentable histoire. « Vous rappelez-vous, quand nous avons commencé à causer, devant la petite maison, vous ressemblez à l'être que vous étiez alors. Parce que je suis de nouveau malheureux. Voilà pourquoi. Eh bien, j'aimerais mieux être malheureux que de connaître cette espèce de bonheur faux et menteur dont vous jouissez ici. » « Vous en avez de bonnes, dit Bernard avec amertume. Alors que c'est vous qui êtes cause de tout. Vous refusez de venir à ma soirée et ainsi vous les tournez tous contre moi. » Il savait que ce qu'il disait était absurde d'injustice. Il reconnut en son fort intérieur, et en fin de compte même en parole, la vérité de ce que lui débita à présent le sauvage sur le peu de valeur de ses amis qui pouvaient se transformer, après un affront si léger, en ennemis persécuteurs. Mais bien qu'il sût cela et le reconnût, bien que le soutien et la sympathie de son ami fussent maintenant son seul réconfort, Bernard n'en continua pas moins à entretenir perversement, coexistant avec son affection parfaitement sincère, un grief secret contre le sauvage, et à méditer une campagne de petites vengeances à exercer contre lui. Entretenir un grief contre l'archichantre était chose inutile. Il n'y avait aucune possibilité d'être vengé du chef metteur en flacon ou du prédestinateur adjoint. En tant que victime, le sauvage possédait, pour Bernard, cette supériorité énorme sur les autres, c'est qu'il était accessible. L'une des fonctions principales d'un ami consiste à subir, sous une forme plus douce et symbolique, les châtiments que nous désirerions, sans le pouvoir, infliger à nos ennemis. Bernard eut pour second ami victime Helmholtz. Lorsque déconfit il vint redemander cette amitié que, dans sa prospérité, il n'avait pas jugé utile de conserver, Helmholtz la lui rendit. Et il la rendit sans un reproche, sans un commentaire, comme s'il avait oublié qu'il n'y eût jamais eu une querelle. Touché, Bernard se sentit en même temps humilié par cette magnanimité. Magnanimité d'autant plus extraordinaire et, partant, d'autant plus humiliante qu'elle ne devait rien au soma, mais devait tout au caractère de Helmholtz. C'était le Helmholtz de la vie quotidienne qui oubliait et pardonnait, et non le Helmholtz du congé que donne un demi-gramme de soma. Bernard se montra reconnaissant, comme il se doit. C'était un réconfort énorme que d'avoir retrouvé son ami, mais également plein de ressentiment. Ce serait un plaisir de tirer vengeance sur Helmholtz de sa générosité. Lors de leur première rencontre, après leur séparation, Bernard déversa l'histoire de ses misères et accepta les consolations offertes. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il apprit, à son étonnement et avec une honte lancinante, qu'il n'était pas le seul qui eût été en difficulté. Helmholtz, lui aussi, s'était mis en conflit avec l'autorité. « C'est à propos de quelques vers, » expliqua-t-il. « Je faisais mon cours habituel de technique émotionnelle, le cours supérieur pour les étudiants de 3e année, 12 conférences, dont la 7e traite des vers, de l'emploi des vers dans la propagande morale et la publicité.
Pour être précis, j'illustre toujours ma conférence d'une masse d'exemples techniques. Cette fois, je pensais leur en donner un que je venais d'écrire moi-même. C'était de la folie pure, bien entendu, mais je n'ai pas pu y résister. Il se mit à rire. J'étais curieux de savoir quelle serait leur réaction. D'ailleurs, ajouta-t-il plus gravement, je voulais faire un brin de propagande. J'essayais de les amener à ressentir ce que j'avais éprouvé en écrivant ces vers, Ford. Il eut un nouveau rire. Quel tollé ce fut! Le directeur me fit venir et me menaça de me mettre à la porte immédiatement. Je suis un homme repéré. Mais qu'étaient-ce, vos vers? Demanda Bernard. Il traitait de la solitude. Bernard arqua les sourcils. Je vais vous les réciter, si vous voulez. Et Helmholtz commença ainsi. L'ombre d'un jour de comité rôde, mais en écho rapide, minuit épars sur la cité, résonne au fond du décor vide, visage clos, lèvres sans geste, machine au repos, quel glas! Les lieux muets, semés de restes, que tantôt la foule peupla, tous ces silences à la fois, tristes, joyeux, doux ou sonores. Ils parlent, mais de quelle voix? De quelle voix? Ah, je l'ignore. L'absence des bras de Suzon, celle des lèvres d'Égérie, leur corps qui manque sans raison, ce vide qui me contrarie, finit par faire une présence. Vaine folie, et cependant, quelque absurde qu'en soit l'essence, cette ombre où n'est que du néant, peuple bien mieux, mirage, bulle, la nuit au grand vide subtil, que ce avec quoi l'on copule, si tristement, me semble-t-il. Voilà, je leur ai donné cela comme exemple, et ils m'ont dénoncé au directeur. Cela ne m'étonne pas, dit Bernard. C'est nettement contraire à tout leur enseignement pendant le sommeil. Rappelez-vous, on leur a seriné au moins 250 000 de fois l'avertissement contre la solitude. Je le sais bien, mais je me disais que je voudrais bien voir quel effet cela produirait. Eh bien, maintenant, vous l'avez vu. Helmholtz se contenta de rire. Il me semble, dit-il après un silence, que je commence précisément à avoir un sujet sur quoi écrire, que je commence à être capable de faire usage de ce pouvoir dont je sens l'existence en moi, ce pouvoir supplémentaire, latent. Il me semble que cela me vient. Malgré tous ses ennuis, il paraissait, songeait Bernard, profondément heureux. Helmholtz et le sauvage éprouvèrent immédiatement de la sympathie l'un pour l'autre. Si cordiale même que Bernard en ressentit une jalousie cuisante. Au bout de tant de semaines, il n'avait su parvenir, avec le sauvage, à un degré d'intimité aussi proche que celui auquel Helmholtz atteignit immédiatement. Les observant, écoutant leur conversation, il se prenait parfois à regretter, plein de ressentiment, de les avoir amenés à se connaître. Il avait honte de sa jalousie, et tour à tour faisait des efforts de volonté et prenait du soma pour s'empêcher de l'éprouver. Mais les efforts ne furent pas très heureux, et entre les congés de soma, il y avait, de toute nécessité, des intervalles. Le sentiment odieux persistait à revenir. Lors de sa 3e rencontre avec le sauvage, Helmholtz récita ses vers sur la solitude. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il lorsqu'il eut terminé. Le sauvage hocha la tête. « Écoutez ceci » fit-il en guise de réponse, et, ouvrant d'un tour de clé le tiroir dans lequel il conservait son livre mangé aux souris, il l'ouvrit et lut. « Que l'oiseau du plus fort ramage, sur l'unique arbre d'Arabie, soit héros triste et soit trompette. » Helmholtz écouta avec une surexcitation croissante. Après « l'unique arbre d'Arabie », il sursauta. Après « toi, messager criard », il sourit de plaisir soudain. Après « tout oiseau d'aile tyrannique », le sang lui afflua aux joues. Mais après « musique funèbre », il pâlit et trembla d'une émotion toute neuve. Le sauvage continua à lire. Le sens du mien fut atterré, de ce moi qui n'est pas le même, nature unique et double nom,
qu'on n'appelait ni deux ni un, et puis la raison confondue, vit la division s'accroître en elle. « Orginet, Borginet !» dit Bernard, interrompant la lecture d'un rire sonore et désagréable. « C'est tout bonnement un cantique d'office de solidarité. » Il se vengeait sur ses deux amis de ce qu'ils éprouvassent l'un pour l'autre plus d'affection que pour lui. Au cours des 2 ou 3 réunions qui suivirent, il répéta fréquemment ce petit acte de vengeance. Il était simple, et puisqu'Helmholtz et le sauvage étaient l'un et l'autre affreusement peinés de voir briser et souiller un cristal poétique qui leur était cher, extrêmement efficace. En fin de compte, Helmholtz menaça de le mettre à la porte en lui bottant le derrière, s'il osait interrompre de nouveau. Et pourtant, chose étrange, l'interruption suivante, la plus honteuse de toutes, vint de Helmholtz lui-même. Le sauvage lisait tout haut Roméo et Juliette. Il lisait, car tout au long il se voyait sous les traits de Roméo et Lénina sous ceux de Juliette, avec une passion intense et vibrante. Helmholtz avait écouté avec un intérêt intrigué la scène de la rencontre des 2 amants. La scène du verger l'avait ravi par sa poésie, mais les sentiments exprimés l'avaient fait sourire. Se mettre dans un tel état à propos d'une femme, cela lui semblait plutôt ridicule. Mais apprendre pièce à pièce chaque détail verbal, quel travail superbe de génie émotif. « Ce vieux bonhomme-là, dit-il, fait paraître absolument sot nos meilleurs techniciens de la propagande. » Le sauvage eut un sourire de triomphe et reprit sa lecture. Tout alla raisonnablement bien jusqu'à l'endroit où, dans la dernière scène du 3e acte, Capulet et Lady Capulet commencent à persuader Juliette, par force, d'épouser Paris. Helmholtz avait fait preuve d'agitation tout au long de la scène entière. Mais lorsqu'avec la mimique pathétique du sauvage, Juliette s'était écriée « Ne repose-t-il point de pitié dans les nus ? Qui voit le tréfonds de ma douleur ? Oh, ma douce mère, ne me repousse point. Retarde ce mariage d'1 mois, d'1 semaine. Ou sinon, fais que le lit nuptial soit dans cette sombre chapelle où repose Tybalt. » Lorsque Juliette avait dit cela, Helmholtz éclata d'un gros rire dont il ne put contenir l'explosion. La mère et le père, obscénité grotesque, obligeant la fille à prendre quelqu'un dont elle ne voulait pas, et cette fille stupide ne disant pas qu'elle en prenait un autre, que, pour le moment du moins, elle préférait. Dans son absurdité dégoûtante, la situation était irrésistiblement comique. Il était parvenu, d'un effort héroïque, à contenir la pression croissante de son hilarité. Mais, douce mère, sur le ton tremblant d'angoisse dont l'avait dit le sauvage, et l'allusion à Tybalt étendu mort, mais manifestement non incinéré, et gaspillant son phosphore dans une chapelle sombre, cela, c'en fut trop pour lui. Il rit aux éclats, jusqu'à ce que les larmes se missent à lui ruisseler sur le visage. Il rit d'un rire inextinguible, cependant que, blême de la conscience de l'outrage, le sauvage le regardait par-dessus le bord de son livre, et puis, le rire continuant toujours, le refermait avec indignation, se levait et, du geste de quelqu'un qui retire sa perle de devant les pourceaux, le rangeait dans son tiroir, qu'il ferma à clé. Et pourtant, dit Helmholtz, quand, ayant suffisamment repris haleine pour pouvoir s'excuser, il eut apaisé le sauvage au point de l'amener à écouter ses explications. Je sais fort bien qu'on a besoin de situations ridicules et folles, comme celle-là. On ne peut vraiment bien écrire sur aucun autre sujet. Pourquoi ce vieux bonhomme était-il un technicien si merveilleux de la propagande ? Parce qu'il avait tant de choses insensées, follement douloureuses, sur lesquelles il pouvait se surexciter. Il faut qu'on soit blessé, troublé, sans quoi l'on ne trouve pas les expressions, véritablement bonnes, pénétrantes, les phrases à rayon X. Mais les pères et les mères, il hocha la tête. Vous ne pouvez pas attendre de moi que je garde mon sérieux à propos des pères et mères. Et qui donc va se surexciter sur la question de savoir si un homme prendra une femme ou ne la prendra pas ? Le sauvage eut un frémissement de douleur, mais Helmholtz, les yeux pensivement fixés sur le sol, ne vit rien. « Non, conclut-il avec un soupir, cela ne va pas. Il nous faut quelque autre espèce de démence et de violence.
Mais laquelle? Ah, laquelle? Où peut-on la trouver? Il se tut, puis, hochant la tête. Je n'en sais rien, dit-il enfin. Je n'en sais rien.